23 août. Ah, je viens de marcher sur une limace. Est-ce que vous vous souvenez de la théorie d'Hervé Covez qui parle des microcycles de l'eau dans la végétation? Où l'idée c'est que l'eau est pompée par les plantes, est transpirée et recyclée, ce qui fait que l'eau passe plusieurs fois par les plantes, et ce qui fait qu'on a une meilleure résistance au sec et au chaud, et qu'il y a moins besoin d'irriguer. Et bien, cette théorie, elle se base sur le concept de point de rosée, qui est en fait le point auquel la vapeur d'eau se transforme en eau liquide. Et ce point-là, il est atteint dans certains écosystèmes, dans certains climats, à certains moments de l'année. Je vous fais une petite parenthèse théorique après. Pour le moment, je vais juste vous montrer. Donc là, on est une semaine. Depuis une semaine, il a plu. Depuis une semaine, c'est la canicule. Alors on est en Suisse, donc une canicule en Suisse, c'est 33 degrés. Donc ça va. Mais il a plu depuis une semaine. Et là, ce qu'on observe, c'est que le sol, je me mets à pieds nus pour sentir justement l'humidité. Là, c'est complètement mouillé. D'ailleurs, il y a les limaces qui sortent. Et ce qu'on observe de manière assez générale, c'est que c'est pas partout le cas. Là, dans la région, c'est assez généralisé, il y a de la rosée un peu partout. Chez moi, en partant ce matin, il n'y avait pas de rosée. Alors je suis un peu plus sur une colline, alors qu'ici on est vraiment dans un creux. Et la rosée, elle vient un peu autant sur les cultures que par terre. Et donc la rosée, c'est ce qu'on va chercher à obtenir en fait justement pour que l'eau puisse réintégrer les cycles de la végétation, parce que les plantes sont en principe capables d'absorber l'eau par les feuilles. Une beaucoup plus petite partie que par les racines, mais c'est une partie non négligeable. Et c'est une partie qui peut être intéressante justement en cas d'épisode de canicule assez prolongé. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que l'eau qui se trouve en rosée sur les feuilles des plantes le matin, alors il y a une petite partie qui va finir dans le sol s'il y a énormément de rosée et que ça commence à goûter. Et en plus, c'est de l'eau qui va être maintenue dans une sorte d'humidité ambiante durant la journée, qui va faire que les plantes auront moins besoin de transpirer. Moins besoin de transpirer, ça veut dire au final qu'il y a moins d'eau qui devrait être pompée du sol pour faire fonctionner la photosynthèse. Il y a deux méthodes pour savoir si vous avez de la condensation dans votre écosystème, s'il y a de l'eau qui est recyclée. Première méthode très très simple, c'est comme moi, vous vous mettez à pieds nus. Et puis vous marchez en principe surtout le matin. Après, si vous avez de la rosée, par exemple au printemps ou à l'automne, c'est possible que vous ayez de la rosée même en pleine journée. Mais en plein été, en pleine canicule, en principe, vous avez de la rosée. Surtout la nuit, enfin un peu la nuit et surtout le matin. Et donc première méthode, vous vous mettez à pieds nus et vous vous baladez. Et vous sentez où sont les endroits humides. Par exemple, ici, c'est super humide. Beaucoup plus que là-bas. Et ici, on est près d'une haie, près d'un grand arbre. Et ce que j'ai remarqué d'expérience, c'est qu'ici c'est humide beaucoup plus longtemps et en plus grosse quantité qu'en plein champ. On va changer d'endroit. Là on est à un autre endroit, on est juste derrière la haie, donc le soleil se lève là, il fait comme ça et il se couche là-bas. Et ici c'est un des endroits les plus humides du terrain le plus longtemps, parce que le soleil il arrive ici que vers 11h midi. Et ce qui fait qu'ici, tant que c'est à l'ombre, c'est humide. Et donc on a une humidité quasi la moitié de la journée. Et ça, c'est en grande partie dû au châtaignier, qui fait de l'ombre et probablement qui transpire aussi, et à la haie, qui fait brise-vent. Par ici, c'est déjà un peu plus sec, un peu plus souvent. Et ici, on retrouve une zone de nouveau très humide. Alors là, c'est relatif parce que j'ai fauché la semaine passée. Donc, on voit aussi un gros impact de la densité de la végétation sur la capacité à condenser l'eau. Et ici, c'est très humide très souvent parce qu'on est dans un couloir avec beaucoup d'arbres très hauts qui transpirent, qui permettent au vent d'être canalisé. Et surtout de l'herbe. Et ça, c'est un élément important. En gros, j'ai fait des mesures d'humidité à plusieurs endroits. Et ce qu'on remarque, humidité et température, ce qu'on remarque, c'est que là où on a la meilleure humidité et les températures les plus basses, c'est quand il y a une strate basse, très dense. Alors, ici, c'est le mauvais exemple parce qu'il y a ça, et je ne sais pas expliquer vraiment la raison. Mais quand il y a des herbes mortes par-dessus, là-dessous, et ben en fait c'est très peu humide. Alors que si on vient à des endroits comme ça, où il y a une grosse densité d'herbes vertes fraîches, là c'est déjà beaucoup plus humide. Mais c'est encore moins, pas encore autant humide que ce que je vous ai montré là-bas. Et ouais, donc de ce que j'ai pu mesurer, parce que je suis allé me balader avec un thermomètre et un hygromètre hier dans la forêt, les endroits où on a le plus de fraîcheur, et souvent c'est lié fraîcheur-humidité, c'est dans les endroits où il y a des arbres et en sous-strate un couvert végétal dense, souvent de l'herbe. Souvent l'herbe ça marche super. Mais si on n'a pas de sous-strate, si on n'a que des arbres, j'irai voir après là-bas, mais il n'y a pas d'humidité.
Alors ici, c'est pas humide, très peu humide. Ça, c'est déjà plus humide, ça, c'est très humide. Ça aussi, pas toutes les plantes condensent l'eau de la même manière. Par exemple, la marante, elle est très peu humide. À tous les étages. Sorgho, pareil. Ah, moutarde, elle est très humide. Moutarde, c'est très humide. Et ici, soja, pois chiche, c'est très humide. Le sarrasin aussi. Ah ouais, le sarrasin, c'est très humide. Et donc ça a l'air de dépendre aussi du type de végétation. Je vais aller voir sous l'arbre. Et voilà, donc c'est ce que je disais. Ici, c'est complètement sec en fait. Ça, c'est sec. Ça, c'est sec. Ça, c'est sec, même l'herbe est sèche. Parce qu'il n'y en a pas assez, je pense. Ah, c'est dingue. C'est complètement sec ici. Là, c'est complètement sec. Alors qu'on est près de la haie, mais on est beaucoup plus exposé sud. Alors qu'ici, c'est complètement mouillé. C'est flagrant. C'est vraiment flagrant. Il faut faire l'expérience. Mettez-vous à pieds nus sur votre terrain et allez chercher les spots de condensation. Et c'est probablement là, justement, à ces endroits-là, que vous arriverez à faire pousser les meilleures cultures. Parce que vous pourrez densifier, ça va condenser. Et c'est là que vous aurez des microcycles de l'eau, justement. Ce que je remarque aussi, c'est que les plantes hautes de culture peuvent faire le même effet que des arbres. C'est-à-dire que ici, c'est beaucoup plus humide qu'à d'autres endroits à l'ombre où il y a moins de hauteur. Alors que dans les cultures, c'est très sec. Ici, c'est aussi très humide. Alors que c'est les tomates qui font et des maïs qui font 1,5 m. Donc là, on est directement sous le noyer. Et là, c'est complètement sec. Complètement sec, complètement sec. Et ici c'est de nouveau complètement humide. Là, c'est de nouveau complètement humide, alors on est au nord des noyers. Là, c'est de nouveau un peu humide, mais ça va sécher d'ici 1 heure. Sous le Cognaccis, c'est de nouveau sec. Là, c'est humide. Là, c'est très humide. Et donc, on voit une corrélation en fait. Dès qu'il y a des arbres, sous les arbres, c'est relativement sec, mais à proximité des arbres, c'est là que c'est le plus humide. D'où l'importance d'avoir des arbres, mais espacés. Là, c'est de nouveau humide. Les feuilles du tournesol sont très sèches par rapport à celles du maïs. La mauve, c'est assez humide. Les courges, c'est assez humide. Et là, c'est dingue. Dans cette végétation qui est assez dense là, on sent, c'est hyper humide. Et c'est ça aussi, densifier un maximum pour avoir vraiment l'humidité qui stagne. Et là, il y a tout qui est très très humide. Bon, alors en gros, ça c'était la première méthode, c'est de se balader à pieds nus le matin et de sentir où c'est humide. Ça marche déjà super. Et si on veut aller un peu plus loin, ou qu'on veut pas se mouiller les pieds, ou qu'on veut être plus précis, on peut utiliser ce genre d'outils et ce genre d'outils. Alors en gros, il faut ces deux outils-là. Premier, c'est un thermomètre hygromètre. Donc, lui, il m'indique la température actuelle qui est de 19,4 degrés et l'humidité actuelle qui est de 78 degrés. Et ça, c'est important que ce soit la température et l'humidité de l'air. Ça veut dire que ça, il faut le mettre à l'ombre, mais en l'air. Donc je le mets ici. Et du coup, là, il m'indique de manière assez fiable l'humidité et la température de l'air. Et ça, c'est la donnée de base. Donc ce qu'on va scanner ensuite, c'est les surfaces. On va scanner les surfaces avec ce thermomètre infrarouge. Donc il a un pointeur laser. Et on va se baser sur ce graphique-là, je vous le mettrai à l'écran, où on va prendre comme entrée, comme donnée d'entrée, la température et l'humidité de l'air. Donc environ 20 degrés, environ 80%. On suit le graphique, 20 degrés, 80%. Et après, on tire une ligne horizontale jusqu'au point de rosée et on redescend sur la température et ça nous donne environ 16-17 degrés à vue d'œil. Ce qui veut dire que toutes les températures qu'on va scanner qui seront en dessous de 17 degrés sont aptes à condenser. Alors on va se balader un peu et puis on va scanner des surfaces pour voir. Alors après il y a aussi un effet d'inertie, c'est-à-dire que là par exemple la feuille que je viens de scanner elle fait 20 degrés et elle est complètement mouillée. C'est possible qu'elle soit encore mouillée de cette nuit et que cette nuit elle ait été en dessous de 17 degrés. Mais en principe, de manière générale, cet outil-là, c'est un bon indicateur dès qu'on scanne les surfaces à l'ombre, surtout en début de journée où il n'y a pas eu encore trop de réchauffement. C'est un bon indicateur pour connaître la température relative des surfaces. C'est-à-dire que plus les surfaces sont froides, indépendamment du point de rosée, plus elles auront facilité à condenser l'eau.
Là, on voit un truc assez intéressant. C'est que l'herbe qui est sèche ici sous l'arbre, elle est plus chaude. Et ça s'explique par un phénomène assez peu connu. C'est que les forêts en journée, elles refroidissent, mais pendant la nuit, elles maintiennent la chaleur. Parce qu'il y a un gros effet tampon de par l'humidité et l'aspect microclimat. Ce qui fait que la végétation dans une forêt ou sous des arbres directement, elle sera plus chaude la nuit et donc moins apte à condenser l'eau. La végétation qui est la plus apte à condenser l'eau, c'est celle qui a du ciel vide en dessus d'elle, mais des arbres à proximité. Là, on a 21 degrés, alors qu'ici, je vais aller à un endroit où c'est bien humide par terre. Là, c'est bien humide. On a 18. C'est assez flagrant. 3 degrés d'écart. Et probablement que c'est ce qui a suffi à ce qu'un endroit ça condense et l'autre pas. Et après, il y a aussi un gros facteur topologie, évidemment. C'est que là, on est un peu dans une cuvette. Et ce qui fait que l'air froid descend dans la cuvette. Plus l'air est frais, plus ça condense facilement. Et ce qui fait que dans les cuvettes, on aura forcément une meilleure condensation que sur des dessus de collines. En plus du fait que souvent dans les cuvettes, il y a un sol un peu plus profond et donc une meilleure capacité de stockage d'eau. Je viens là où c'est super humide, où c'est tout mouillé. Ah. On a 3 degrés d'écart. 4 degrés d'écart avec certains endroits un peu plus secs. Là, on est bien sous les arbres et c'est assez sec. 20 degrés. 21. 21. 21. 20. 20. 21. Ah, c'est dingue. Là, on a 21 degrés sous le châtaignier. Et on voit que, alors, ça peut être lié à différents éléments, mais c'est aussi là que l'herbe est relativement sèche directement sous le châtaignier par rapport à l'herbe qui est aux alentours du châtaignier. Et c'est souvent un truc qui revient dans l'agriculture où on dit ouais mais les arbres faut pas en mettre trop parce que ça transpire une chier et tout. Et puis en fait oui, ça évapore une chier et c'est ça qu'on veut. Par contre, il y a un effet de bord, c'est que ça maintient une chaleur relativement élevée qui fait qu'on a très peu de rosée sous les arbres. Et c'est en partie pour ça que l'herbe est très peu poussante directement sous les arbres. Mais en fait, ce qu'on ne dit pas, c'est que grâce à lui, partout ici, c'est hyper humide. Et ici, on a 17 degrés. Et c'est vraiment mouillé. Là, si j'avais des chaussures, j'aurais les chaussures complètement mouillées. On va voir un peu les cultures pour comparer un peu les différents feuillages. 17,6. Donc là, ça condense. 17,5. Là, ça condense. Là, ça condense. Et là, ça condense pas. Ou très peu. Parce que quand je touche, c'est sec. 18,8. Là non plus, ça condense pas. Pareil. Là, ça a condensé cette nuit parce qu'il y a quelques gouttes, mais là, ça condense plus. Ou 19 même. Et la moutarde, ça condense. La moutarde, c'est mouillé. je découvre en même temps que vous, c'est pour ça que ça me réjouit. Les plantes sont pas toutes à la même température. Alors que là, ici, elles sont exposées toutes pareilles. Même endroit, même luminosité, etc. Et donc c'est vraiment un processus interne à la plante qui fait qu'elle n'est pas à la même température que d'autres. Là, ça va pas condenser. Ah, 17,5. Ouais, pourtant c'est assez sec. Ok, on va faire les haricots derrière. Là de nouveau c'est très humide. Oh, quoi? Non. Chaud. Ça c'est probablement grâce au mur à haricots. Les haricots 18, ouais c'est sec hein. Ouais, les feuilles plus basses, elles sont un poil humides. Ouais, là elles sont humides. Alors que les feuilles plus hautes, elles sont chaudes, elles sont sèches. Là c'est sec. Là c'est sec. Et là j'en reviens pas. Un microclimat qui est créé juste par un mur de haricots. Et du coup je voulais aller voir dans la zone entre les arbres, là, entre la forêt et les grands arbres, là où je vous avais dit que c'était souvent très humide. Donc ici, c'est vrai qu'on fauche, ici on peut faucher une fois par mois alors qu'on est en pleine canicule. La plupart des prairies à côté elles sont un peu sèches. Et ici ça pousse toujours d'enfer. Et là on a... Ah, pas beaucoup moins qu'ailleurs. Bon comme je disais aussi ici... j'ai fauché la semaine passée, donc il y a ça. Ah on va aller voir, juste là-bas. Là où c'est plus dense,
alors qu'on est vraiment juste à côté. On perd presque 1 degré, juste parce que les feuilles ici sont plus denses. Ah bah je vais aller voir les maïs à l'ombre. Parce qu'on a vu que les maïs au soleil, ils étaient en... Il y avait de la condensation dessus. Je vais voir les maïs à l'ombre. Les maïs à l'ombre, ils n'ont pas condensé. Ah là c'est humide. Ah, là c'est carrément humide. Là c'est carrément humide aussi. Par contre ouais, ça c'est sec quoi. C'est sec, il n'y a pas beaucoup d'écart. Et la prairie fauchée assez basse. Ouais c'est humide. Hein. J'avoue qu'il manque encore une donnée par rapport au maïs. Pourquoi est-ce que le maïs qui est à l'ombre, il condense pas? Alors qu'il est presque à la même température que l'herbe. Ah oui, ok. Ah oui, j'ai oublié d'évoquer un élément. C'est que faut pas vous étonner si vous avez tout d'un coup une surface par hasard qui condense pas, qui est un peu plus haute, ou à un endroit différent parce qu'il y a des fluctuations énormes. Et le point de rosée, c'est quelque chose d'assez précis. Ce qui fait que plus vous êtes proche du sol, plus c'est frais. Plus vous êtes en hauteur, plus c'est chaud. Et probablement aussi que plus vous êtes proche du sol, plus c'est humide. Et plus vous êtes haut, plus c'est sec. Et donc c'est vraiment proche du sol que la condensation peut se faire le mieux. Et c'est proche du sol où c'est important d'avoir une couverture poussante, dense. Ouais, là c'est presque déjà sec. C'est trop chaud. Ce qui peut aussi être perturbant parfois, c'est les différences des propriétés des surfaces. Il y a certaines surfaces qui absorbent beaucoup l'humidité alors que d'autres pas beaucoup. Et en principe, les plantes, comme elles sont déjà chargées en humidité de par leur physiologie, s'il y a de l'humidité qui se dépose, elle se dépose. Elle ne va pas être absorbée directement, sauf de manière active par la plante assez lentement. Alors que sur un paillage comme ça, même si le paillage est un peu plus chaud, donc ça fait un petit peu moins de condensation, ça c'est un peu comme une éponge, le carbone, surtout quand c'est sec. Et du coup, s'il y a la moindre humidité qui se dépose là-dessus, d'abord ça va être absorbé par le paillage. C'est pas hyper important ce que je vous dis là, c'est juste pour que vous ayez en tête que des fois, ce que vous observez avec ça et ce que vous touchez, ça correspond pas forcément et ça peut être source de confusion. On se dit mais ça c'est plus froid que ce qui est à côté, alors que c'est sec. Et c'est justement probablement dû à ce genre de facteur, ou alors au taux d'humidité de l'air qui peut pas mal varier en fonction de l'altitude et de la distance. Je fais une dernière petite explication sur la différence entre l'humidité relative et l'humidité absolue. Et c'est assez important de comprendre ça si vous vous basez sur les données météorologiques. C'est possible de connaître le point de rosée sans avoir cet appareil et sans aller sur le graphique, rien qu'en regardant vos mesures météorologiques de la région. Par contre, c'est pas très précis. Ça veut dire qu'il suffit que vous ayez 200-300 mètres de distance avec votre station météo la plus proche et le point de rosée peut varier d'1 ou 2 degrés. Donc en gros, la station météo vous donne le point de rosée et le point de rosée, c'est une quantité d'humidité, c'est une humidité absolue stable. Ça veut dire que l'humidité relative et la température peuvent varier, mais l'humidité absolue reste stable. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le graphique que je vous ai montré avant, c'est un graphique à trois axes en fait. Il y a un premier axe, c'est les températures, deuxième axe, c'est la température absolue, et en combinant ces deux, on obtient une humidité relative. L'humidité absolue, c'est la quantité d'eau qu'il y a dans l'air, alors que l'humidité relative, c'est à quel point est-ce qu'elle est concentrée. Et donc l'humidité relative dépend de la température. Je vous laisserai aller chercher par vous-même des vidéos sur YouTube d'explications. En anglais, on trouve pas mal d'infos sur ces concepts si vous n'êtes toujours pas au clair. C'est pas indispensable de les comprendre, si vous comprenez juste comment mesurer les points de rosée, c'est déjà bien. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour nous les humains, ce qui est important, c'est le point de rosée. Alors que pour les plantes, ce qui est important, ça dépend des plantes. C'est comme si je vous dis qu'est-ce qui est important entre la température et l'humidité pour les animaux. Et ben ça dépendra de si c'est un poisson, de si c'est un lézard, de si c'est une biche. La plupart des plantes supportent très chaud pour autant que ce soit très humide. Certaines plantes tolèrent plutôt quand c'est chaud et sec, alors que les plantes de nos climats, comme le blé par exemple, ils préfèrent quand c'est un peu plus frais et pas trop humide. Parce que si c'est frais et humide, il chope des maladies, il est moins robuste. La seule chose qui est sûre, c'est que pour la plupart des plantes qu'on cultive l'été, les légumes d'été, les cultures d'été, c'est plutôt avantageux que ce soit chaud et humide. Parce que si c'est sec, chaud et sec, il y a trop d'évaporation et l'eau du sol se vide trop vite et du coup les plantes ont trop vite soif. C'est pour ça qu'on va chercher à recréer un microclimat qui soit le plus humide possible pour qu'il y ait le plus d'humidité ambiante, qu'il y ait le plus de rosée le matin
qui puisse permettre à recycler l'eau. Et en journée, le plus d'humidité permet aux plantes de devoir moins transpirer pour faire leur photosynthèse. Et donc l'écosystème parfait, le microclimat parfait, premièrement, il n'est pas sur une colline, j'ai l'impression, ça peut dépendre, mais de manière assez générale, dans les cuvettes, il y a plus d'humidité. Et c'est un microclimat qui est composé d'arbres assez espacés, où on fait des cultures autour des arbres. Parce que c'est à proximité d'arbres, mais pas directement en dessous, qui a le plus de condensation et d'humidité. Et ensuite, entre ces arbres, ce qui sera important, c'est d'avoir une densité de feuillage au sol très importante. Par exemple, les maïs que j'ai ici, ils sont un peu trop espacés. Les cultures de maïs, de manière générale, il manque cette strate vraiment au ras du sol. Et du coup, même si on se dit que ça va transpirer plus, en fait, cette strate, elle va conserver l'humidité par la condensation et par ce recyclage de l'eau, de l'air ambiant. Et après, pour voir si vous avez raison, si vous avez fait vos mesures correctement et si vous avez placé vos cultures à un endroit bénéfique, vous avez qu'à observer, est-ce que ça pousse bien pendant un épisode de canicule, pendant un épisode de sécheresse? Et si la réponse est oui, c'est que vous avez fait ça juste. Après, ce que je vous dis là, ça ne va pas permettre forcément d'avoir à manger par des températures de 50 degrés et des taux d'humidité de 20%, on est d'accord. Mais ça permet de tamponner les extrêmes. Et c'est ça qu'on cherche à faire pour éviter de mourir de faim. Oh coucou.